Qu'il fait bon de vivre au Cameroun malgré les réalités de la vie. Nous sommes sur les hauteurs de Fébé à Yaoundé, la capitale. Fidèles téléspectateurs de Naya TV et internautes, recevez cette dose de fraîcheur. Vous êtes de plus en plus nombreux à solliciter des programmes de qualité. Naya TV vous offre la télévision autrement. Notez désormais une fois par mois ce grand rendez-vous consacré au sujet et faits souvent fermés, tabous qui ne trouvent généralement pas de satisfaction dans la vie quotidienne. Notez-le dans vos calepins, investigation. 60 ou 90 minutes consacrées à la fouille en profondeur des faits. Bienvenue à ce tout premier numéro d'investigation consacré à la guerre des titres fonciers au Cameroun. Installez-vous confortablement. Si rien n'est fait dans quelques années, l'une des guerres les plus sanglantes au Cameroun sera liée à la bataille autour de la terre. Les conflits liés au foncier naissent de plus en plus chaque jour face à la demande qui devient croissante avec l'évolution de la démographie. 50% de sujets enrôlés dans nos tribunaux sur l'ensemble du territoire national concernent une bataille, une querelle autour d'une portion de terre. De la pédagogie, vous l'aurez dans cette édition d'investigation, le tout premier numéro. Nous donnerons la parole à un géomètre avec une question qui semble banale mais préoccupante. Comment fait-on pour obtenir un titre de propriété au Cameroun? De nombreux citoyens ne le savent pas véritablement. Des chefs traditionnels interviendront également avec des notaires, experts en questions foncières domaniales et bien sûr l'administration. Chacun donnera son avis sur ce sujet qui fâche, qui divise et qui tue parfois la terre. Premier arrêt d'investigation, parole à quelqu'un qui, comme beaucoup d'entre vous, a été victime d'escroquerie ou d'expropriation foncière. Direction Ouada, tout près du Palais des Sports, pour la rencontre avec notre premier invité. Je vous l'ai dit, nous irons à la rencontre d'un monsieur qui a été exproprié de la terre de sa famille. Et tout cet espace que vous voyez, c'est un espace querellé qui bénéficie pourtant d'un titre foncier numéro 748 datant de 1958. Monsieur Atangana Ignace, il est le chef de la collectivité Mvok Mbiatsala et Mvok Ela. Monsieur Atangana, merci de répondre à Naya TV. Bienvenue sur Investigation. Alors, dites-nous, cet espace qui est querellé, comment est-ce que vous avez été exproprié? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? En fait, tout commence en 2008-2009, quand M. Simevuna prend en charge la communauté urbaine de Yaoundé. Il est venu faire des cas sauvages depuis la briqueterie Est 3 là-bas jusqu'à briqueterie Centre où vous voyez l'immeuble Écan et briqueterie Ouest là où on est en train de construire la FECAFOOT. À l'époque, il disait qu'il faisait la rénovation urbaine, mais après les casses, il disait que les études étaient en cours, ce que nous n'avons pas compris. Les études en cours devaient prendre en compte les populations concernées et travailler avec eux. C'est d'ailleurs la loi de rénovation qui le dit. On ne peut pas travailler sur un site de rénovation sans les concerner. Donc, cela nous a paru bizarre. Et il disait à l'époque, tous les propriétaires terriens ne seront pas expropriés. Je ne sais pas dans quelles circonstances les gens seraient expropriés. Rien n'a été avancé dans ce sens. Les cas étaient déjà là. Aucune expropriation n'est arrivée avec lui. On n'a pas compris. Au point qu'aujourd'hui, nous apprenons qu'il a des terrains à la briqueterie Centre là-bas où on a conçu l'immeuble Écan. En fait, tout est parti de ce monsieur-là. Pour résumer, pour nos téléspectateurs, tout ce site qui va d'où est construit Carrefour aujourd'hui,
s'étend sur pratiquement 7 hectares. Oui, Et vous avez donc été exproprié sous prétexte de domaine d'utilité publique. Et par la suite, vous vous rendez compte que des personnes, des individus sont installés sur vos terres. Lorsque tout ceci se passe, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour essayer de rentrer dans vos droits, étant donné que vous avez un titre foncier? bien. Merci pour cette question pertinente. En réalité, nous avons saisi les tribunaux dès que nous avons eu par hasard copie du décret qui nous exproprie. On a saisi immédiatement les tribunaux compétents pour qu'on annule purement et simplement le décret en question. Malheureusement, l'affaire continue, mais néanmoins, nous avons eu déjà en partie gain de cause parce que il y a eu à l'intérieur de ce titre foncier, de cette expropriation, curieusement, des baux amphithéotiques qui ont été signés par l'État au profit de sociétés étrangères, donc Carrefour. Donc, notre action est maintenant d'arrêter, n'est-ce pas, avant que ce soit irréversible, ces actions-là. Ils avancent justement dans les documents, dans le décret, cause d'utilité publique. Est-ce que vous avez été consulté, associé? C'est là donc toute la question. Ce décret est sorti, je vous ai dit que le ministre des Domaines a continué depuis 2012 à signer des DUP. La dernière DUP date de 2016 justement. Et la date de signature de cette DUP, après cette date, il n'y a eu que 3 mois, jour pour jour, pour que le décret sorte. C'est quand même assez court par rapport à tout ce qui doit être fait. Ce qui confirme, n'est-ce pas, que ce décret était un faux. Je rappelle pour la gouverne des téléspectateurs, vous qui regardez Investigation, que le cas de la famille Mvormbiatsala est particulier parce que non seulement ils sont dans leur village natal, mais comme le droit coutumier n'est pas reconnu, il faut le dire, par la législation, vous avez un titre foncier qui vous donne donc le droit absolu sur cette terre et qui malheureusement aujourd'hui est querellé. Vous avez été exproprié. Alors, monsieur Atangana, sortons de cet entretien par là. Vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration du cadre juridique qui entoure les affaires foncières au Cameroun? Le cadre juridique, tel qu'il a été déjà mis en place, est bon. Le problème, c'est son application. Parce que les gens qui appliquent ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, la loi existante. Ils en font à leur tête. Vous voyez qu'en 3 semaines, on vous exproprie. Vous ne savez même pas de quoi il est question. On ne vous donne même pas le texte qui vous exproprie pour que vous puissiez saisir aussi les voies légales compétentes. Malheureusement, c'est ça qui a été. Ce qui a mis le doute dans nos esprits et nous nous sommes dit, vraiment, la loi a été violée. Ignace Atangana, merci d'avoir prêté votre oreille. Merci surtout d'avoir eu le courage de venir témoigner de cette, disons-le ainsi, de cette expropriation abusive dont vous faites l'objet, vous et votre famille, et surtout bon courage dans le cadre de la suite. Merci beaucoup pour vous aussi de m'avoir permis de m'exprimer devant la nation entière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je rappelle que les affaires pendantes en justice, en principe, ne devraient pas faire l'objet de commentaires. Vous comprenez donc pourquoi nous restons sur les faits uniquement, sans aller dans le fond du dossier juridique de cette affaire.
parmi tant d'autres dans les tribunaux camerounais qui constituent pratiquement la moitié des dossiers dans la justice camerounaise. Nous allons, dans un petit instant seulement, recevoir d'autres personnes qui ont été abusivement expropriées alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur maison. À tout de suite. Je vous le disais, l'expropriation foncière est un phénomène très sérieux et même dangereux au Cameroun. Et si rien n'est fait dans quelques années, la guerre que nous vivrons au Cameroun sera la guerre du foncier. Avec moi, toute une colonie, toutes ces personnes que vous voyez ont été victimes d'expropriation foncière alors qu'ils vivaient tranquillement chez eux. Bonjour, Monsieur Atanga. Bonjour, Monsieur Ndongo et Marie Assé. Merci beaucoup. Alors, on va donc avoir votre avis sur ce qui s'est réellement passé. Dites-nous, comment est-ce que vous avez été exproprié de votre maison? Moi, j'étais encore couchée. J'ai seulement vu comment le caterpillar commençait à casser mes tantes de mon côté. J'étais encore couchée. On dit sors, qui est là-dedans. Les policiers commençaient seulement à jeter nos choses dehors. Je suis sortie. Je n'avais même pas moyen de ramasser quelque chose. Le caterpillar a seulement tiré la toiture. Je n'avais rien ramassé. Je me suis mise à pleurer, que sans même nous signaler, on avait seulement mis les croix. On nous dit 2 jours, vous deviez partir d'ici. Nous partons où il y a eu quoi? On ne nous a pas expliqué. On a seulement dit sortez. On a tout cassé. Je n'avais rien ramassé chez nous. Vous viviez où dans cet espace? On était là dans les maisons. Grand-père nous avait laissé. Il y avait 3 maisons. 2 on y occupait. L'autre c'était en location pour gagner notre bout de pain. Parce que la maman était morte, je suis restée très petite avec les petits frères. C'est avec ça que j'ai poussé mes frères à l'école. Et quand on a cassé, je suis restée très malheureuse. Ce monsieur Onambele m'a montré une maison là en haut, une petite chambre, c'est là où je vis avec mes enfants. Je paye et la location me dépasse. Ça me dépasse 20 000 chaque mois. Je suis déjà à bout. Il faut payer la maison, il faut payer l'école des enfants, il faut me nourrir. Si je suis malade, il faut me soigner. Je n'ai plus de force. Le marché même que j'ai fait, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? On dit tôt ou tard justice sera faite. Que l'État me trouve là où je dois m'habiter avec toute ma famille. Et aussi m'encadrer. Parce que je suis abandonnée de moi-même, orpheline de père, de mère, ni grand-mère, ni grand-père. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous avez été chassé de chez vous et aujourd'hui, vous voyez une grosse multinationale installée sur les terres de vos ancêtres? Je suis sans abri, je suis comme une folle. Sans abri. Je suis malheureuse, totalement abandonnée par l'État et par tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Pascaline, et surtout bon courage. Merci. Nous allons recevoir Monsieur Mbala Dongo. Venez s'il vous plaît. Alors, dites-nous, vous allez regarder la caméra, dites à nos téléspectateurs ce qui s'est réellement passé ce jour où vous avez été chassé de force chez vous, alors que vos parents ont établi un titre foncier sur la propriété où vous vous étiez installé. On a dormi ici à la Belle Étoile, ici en route là, des semaines et des semaines. Il y avait des vieilles mamans, d'autres qui décédaient là. Et depuis ce jour-là, juste aujourd'hui, on a attendu. La dernière fois, je ne me rappelle plus de la date exacte, le ministre ici a demandé à ce que nous fassions des dossiers. Lesquels dossiers nous avons fait, tout est parti, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu la suite. Eh bien, nous sommes comme ça, éparpillés partout. Et dans notre village, nous n'étions pas des locataires. Donc on ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, les gens sont dans leur village, on s'amène un matin, on les détruit au détriment des étrangers. Alors, Monsieur Bala, ne parlez pas avec la colère. On peut vous comprendre au même moment, on peut comprendre votre émotion. Oui, je vous dis, parce que ça, moi, ça me dérange. Alors, jusqu'ici, nous restons dans un pays, le Cameroun, qui juridiquement est un état de droit. Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons que la loi, que cette loi dont on nous dit, qu'on vante tous les jours, qu'elle soit appliquée. On ne peut pas t'exproprier dans ton village sans motif,
Si c'était au moins un collège qu'on venait construire, bien un hôpital ou quoi que ce soit, on pouvait comprendre que c'est pour à usage, à utilité publique. Mais quand peut-être c'est des partisans, des gens qui disent c'est d'une sorte, qui viennent là. Et puis nous les natifs, nous on est comme ça, foutus à la porte comme des chiens galeux. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bala Ndongo, et surtout bon courage pour la suite dans le retour à vos droits. Vous en avez naturellement le droit puisque vous êtes citoyen camerounais et vos parents sont donc détenteurs de ce titre foncier-là. Merci beaucoup. Nous allons dans un instant seulement recevoir Daniel qui lui aussi a été exproprié en bon matin et appelé à se battre, à se débrouiller pour survivre comme il peut. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous comment s'est passé le film de votre déguerpissement, de votre maison. C'était une horreur. Les engins sont partis de ce côté. Ils évoluaient comme ça. Que vous ayez débarrassé, que vous ayez enlevé vos effets ou pas, on marchait dessus. Et l'engin continuait. Après, on nous dit, bon, on vous a donné le temps de partir. Le temps de partir, c'était combien? 48 heures, 24 heures. Vous avez reçu une sommation d'un huissier de justice? Rien de ce genre. Ils sont venus, ils ont mis les croix de Saint-André. C'était 3 jours auparavant. Et puis, 72 heures plus tard, ils étaient là. Et à 6 heures, quand la lettre a été donnée de ce côté, on avait déjà fini la maison. Ma maison était là, à l'intérieur de Carrefour. Là. Qui un marteau, qui un pied de biche pour essayer de sauver quelques tôles, quelques lattes. Bon. Alors de 2008 à aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour vivre? Je suis dans un réduit en Kouaban, d'où je suis obligé de partir tous les matins pour mon lieu de travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons des réparations. Et de la part de ceux-là, on dit que le Cameroun est un état de droit, vous avez si bien dit. Nous attendons donc que des réparations. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Vous l'avez compris, le problème du foncier est un problème très crucial et même très sensible au Cameroun. Voilà pour ce qui est des victimes d'expropriation. Je rappelle qu'ils sont nombreux qui nous regardent et qui se reconnaissent, n'est-ce pas, dans ces problèmes de transactions foncières, détournement de litiges, double vente entre autres. Il n'a pas été évident pour nous d'avoir, n'est-ce pas, d'autres victimes, mais l'échantillon que nous avons eu sur la main est suffisant. Et aujourd'hui se pose un autre problème très sérieux. Comment procède-t-on pour avoir un titre foncier au Cameroun? Nous allons dans un instant aller à la rencontre d'un géomètre pour qu'il nous explique comment on fait pour acheter un terrain, obtenir un dossier technique et puis obtenir un titre de propriété. Alors, j'entends régulièrement parler géomètre. Bon, je suis journaliste, mais je suis curieux comme vous, fidèles téléspectateurs, de savoir quel est le véritable rôle qu'un géomètre joue dans le processus d'acquisition d'un titre foncier. Et je vais donc à cet effet rencontrer un géomètre expert. Il s'appelle Ahmed Chotou, géomètre expert. Merci beaucoup de recevoir Naya TV chez vous. C'est moi qui vous remercie. Installons-nous et puis dites-nous, le géomètre, il se porte bien au Cameroun? Je ne pense pas que le géomètre se porte bien. Beaucoup de Camerounais entendent parler de géomètre. On a l'impression que son rôle se limite à utiliser cette machine pour les levées topographiques. Dites-nous, quel est le véritable rôle que joue un géomètre dans la procédure d'obtention d'un titre foncier? Je tiens déjà à vous dire que il y a l'administration qui a ses missions régaliennes et dans le cas des transactions immobilières privées, c'est là-dessus que je vais m'appesantir, le géomètre expert a un rôle qui joue, c'est la production d'un dossier technique. Le dossier technique en lui-même consiste à des procès-verbaux de bornage et des plans qui, dans le cas d'espèces où les géomètres experts
sont visés par les services du cadastre. Donc, ce dossier technique, au cours de son montage, a deux phases. Il y a une phase technique qui est celle que vous voyez généralement, qui est de mettre des bornes sur le terrain et les lever. Après, il y a une phase juridique et administrative qui est la compilation de pièces administratives. Donc, de manière basique, dans le cadre d'un dossier de transaction immobilière privée qui peut être soit un morcellement, soit une mutation, il y a des pièces qui sont réglementaires. Alors, comme Gaël l'acquéreur, Ahmed est le vendeur, nous nous sommes accordés, j'achète cette parcelle à 2 millions de francs CFA. Quand est-ce que le travail du géomètre commence et quand est-ce qu'il s'achève? Le travail du géomètre commence quand la vendeur et l'acquéreur se sont entendus. Tant sur leur montant, qui est une transaction privée, quand ils ont terminé cette phase, normalement, l'acquéreur doit signer une demande de morcellement. Le géomètre vient, et c'est là où le travail du géomètre commence. Il pose les bords, il fait les levées, comme je l'ai dit, il calcule, il ressort la superficie exacte. Il remplit les procès-verbaux. Les procès-verbaux maintenant sont re-signés par les parties, l'acquéreur et le vendeur. Quand le géomètre finalise tout le dossier technique qui comprend les pièces techniques et les pièces administratives, il le transmet au cadastre pour le visa. Le travail du géomètre s'arrête au moment où le dossier technique est visé. Donc, il remet au propriétaire le titre foncier, la photocopie, le certificat de propriété, le plan de lotissement, un procès verbal de bornage et les plans visés. Généralement, c'est autour de entre 7 et 9 plans visés qu'il remet au propriétaire dans le cas d'un morcellement. Dans le cas d'une immatriculation, il remet la copie du titre foncier, le certificat de propriété et 5 à 7 plans. Au cas où le titre foncier n'existe pas et qu'on veut immatriculer le terrain pour la première fois. Non, là, ce sont des procédures qui sont menées généralement par le ministère des Domaines du Cadastre et des Affaires foncières. Il y a toute une procédure qui a été déclinée par la loi et les décrets subséquents qui sont suivis. Et le processus aboutit à l'établissement du titre foncier. Donc, il y a une réglementation en vigueur pour l'immatriculation du domaine national ou les concessions du domaine national. Ahmed Chotou, vous êtes géomètre expert. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans l'exercice de vos fonctions? Parce que les populations, peut-être sans le savoir, se plaignent des difficultés, des lenteurs dans l'obtention d'un titre foncier. Les difficultés qu'on a, c'est peut-être déjà de manière générale la méconnaissance des tests par les populations. Parce que si ces populations respectaient l'enchaînement des procédures, par exemple, dans le cadre de transactions immobilières privées, toute procédure de morcellement ou de transactions immobilières privées commence par le géomètre. Après, on se rend chez le notaire, l'administration des impôts, la conservation pour établir le titre foncier. Nous avons déjà cette première difficulté qui est celle que, généralement, pour plus de 60 à 70% des transactions au Cameroun, les transactions commencent sans que le géomètre soit informé. Et quand on fait face à des difficultés... Donc, il y a vice de procédure. Il y a vice de procédure. Et quand, souvent, il y a par exemple, dans ce cas d'espèce de difficultés, c'est d'abord le géomètre qu'on incrimine. Parce qu'on dit que lui, il n'arrive pas à produire le dossier technique. Si les populations avaient commencé par respecter aussi l'enchaînement des procédures, on aurait moins de problèmes. C'est-à-dire que ça veut dire que les transactions commencent par le géomètre. C'est une fois le dossier technique produit qu'on sait qu'on peut aller. Vous comprenez? On a des problèmes d'ordre général, c'est-à-dire qui incombent à tout le monde, les problèmes d'électricité, quand il faut produire les plans, quand il faut faire les mises à jour au cadastre, parce que les dossiers qu'on produit, il faut faire une mise à jour dans les services du cadastre. Et parfois, du fait des coupures d'électricité, il y a des services qui font 3, 4, 5 jours sans lumière. Donc vous voyez, il y a un retard, il y a une accumulation
De l'autre côté, il y a aussi l'enclavement du Cameroun, parce que parfois, vous allez borner un terrain qui se retrouve à 40 km du chef-lieu des départements, il faut viser le plan. Et avec les difficultés de transport, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, la corruption, elle existe partout au Cameroun. Et on essaye de combattre cette corruption. À quel niveau la corruption interviendrait dans le travail d'un géomètre? Elle peut intervenir à tous les niveaux. Parfois, il y a des vendeurs qui sont corrompus. C'est-à-dire qu'ils vendent un terrain, il sait qu'il y a quelqu'un qui est décédé, il vous dit, je vous donne tel montant, j'imite la signature du décédé. Ça arrive dans certaines transactions. Vous voyez, ça c'est une corruption. C'est-à-dire qu'il vous demande de fermer les yeux sur le fait que un des indivisaires n'est pas là. Et à quel niveau vous êtes planté? Oh, le géomètre? Oui, oui. Le géomètre se retrouve au centre de l'action parce que le procès verbal, pour qu'il ait une valeur, il faut qu'il soit signé par toutes les parties. La demande, qu'elle ait été signée par toutes les parties, il faudrait qu'il y ait toutes les cartes d'identité valables et à jour. J'estime que si, de manière mécanique au Cameroun, on commençait toujours les procédures par le géomètre pour les transactions immobilières privées, ça permettrait de définir les échelles de responsabilité. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans des situations où les procès verbaux de bornage sont signés à blanc. Dans, je peux dire, pratiquement 95% des transactions. Vous voulez dire en français facile qu'il y a des terrains, des parcelles qui ont déjà des titres fonciers signés alors que le géomètre n'a pas effectué son travail? C'est-à-dire que les transactions sont validées quelque part sans que le géomètre ne soit déjà allé sur le terrain. Alors que normalement, vous devriez aller sur le terrain avant d'aller à la prochaine étape. Vous comprenez? Et ça crée beaucoup de problèmes. Il faudrait que l'échelle des responsabilités soit bien définie. Mais une chose est aussi à noter, c'est que on constate aussi que on respecte moins la réglementation en matière d'urbanisme au Cameroun. Parce que tout ce dont on a dit, la loi sur l'urbanisme et au niveau des aménagements fonciers dit, sous peine de nullité de tous les actes y afférents, aucune transaction ne se fait sur un terrain qui n'a pas été approuvé par l'autorité compétente. Et les décrets subséquents, c'est-à-dire le décret de 2008 sur les aménagements fonciers et le décret de 2016 sur le transfert des compétences en matière d'aménagement foncier de l'État vers les communes, fixent le cadre. Donc, ça veut dire qu'au-delà de tout, même quand on fait une transaction immobilière privée, c'est-à-dire que ce qui est l'usage commun au Cameroun, l'achat d'un terrain, normalement, l'acquéreur doit s'assurer que le terrain a fait l'objet d'un lotissement approuvé par le maire. Parce que c'est ça l'enclencheur du processus d'achat. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus vous voir. Ahmed Chotou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes géomètre expert. Je ne vais pas aller loin si je dis que vous êtes également le secrétaire général de l'Ordre national des géomètres du Cameroun. Merci beaucoup d'avoir édifié les populations sur le rôle d'un géomètre dans les procédures d'obtention d'un titre foncier. C'est moi qui vous remercie. Mais je tiens à rappeler que je ne parlais pas dans le cadre de l'Ordre national des géomètres. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà. C'était à titre de géomètre expert. Merci beaucoup. Et après le géomètre dans les procédures, Ahmed l'a signalé, lorsque le géomètre a achevé son travail, le dossier peut être porté devant le notaire. Je vous amène justement devant un notaire pour savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau, comment se déroulent les transactions auprès d'un notaire assermenté. À tout de suite. Le notaire, lui, joue un rôle capital dans une transaction foncière et je vais donc aller à la rencontre d'un ancien notaire. Il est retraité après un peu plus de 35 ans d'expérience. Il s'appelle Maître Kamté Néossi Michel, un notaire qui nous reçoit dans ce bureau. Maître, bonjour. Bonjour, merci de recevoir Naya TV, merci de recevoir Investigation chez vous. Merci.
On va s'installer et puis vous allez nous dire quel est le rôle que vous jouez concrètement dans une transaction foncière et domaniale. Pourquoi moi, acquéreur de terre, dois-je absolument passer par devant le notaire pour obtenir un titre de propriété? Je commencerai par vous dire que le notaire est un officier public institué pour recevoir des actes et contrats auxquels les parties veulent ou doivent donner un caractère d'authenticité. Attachés aux actes de l'autorité publique, ils sont chargés d'en conserver, d'en délivrer des grosses et des expéditions. Voilà la définition du notaire. Dans cette définition, on dit que le notaire doit donner l'authenticité à des actes où les parties veulent ou doivent. Ça veut dire qu'il y a des actes qui doivent obligatoirement passer chez le notaire et d'autres actes qui sont laissés à la portée de tout citoyen. Et parmi les actes obligatoires qui doivent être passés en la forme notariée, il y a les actes de vente immobilière. D'ailleurs, un article 2 de la loi du 6 juillet 1974 instituant le régime foncier au Cameroun dit que tout acte translatif de droit réel immobilier doit à peine de nullité être passé en la forme notariée. Ça veut dire que quand il s'agit de transférer d'une propriété, on doit aller chez le notaire. On ne va pas chez le sous-préfet, ni chez le chef du village, ni chez le préfet et autres. En dehors justement des terrains qui appartiennent au domaine national. En ce moment, c'est toute une autre procédure. Là, on ne voit pas le notaire. Maître Kamté, en français facile, ça veut dire que si j'achetais une parcelle de terre, je ne suis pas passé devant le notaire pour les transactions, j'en suis juridiquement pas propriétaire. Exactement. Vous n'êtes pas propriétaire parce que qu'est-ce qui garantit la propriété? C'est le titre de propriété que l'administration délivre. Tant que vous n'avez pas un titre de propriété, vous êtes simplement un occupant de bonne foi et le domaine que vous occupez, on appelle ça domaine national. Je rappelle, au Cameroun, on est à entre 85 et 90% du domaine national non immatriculé. Oui. Et pourtant, maître, parlons-en, je ne voudrais pas faire du Congo ça avec vous, puisque nous sommes là pour la bonne information de nos téléspectateurs. Que signifie donc finalement un certificat de vente? Lorsque je vais au village Gomdiap, je rencontre un propriétaire terrien qui me délivre un certificat de vente disant j'ai vendu 3 hectares à monsieur X à Y montant. Quelle est la valeur juridique d'un certificat de vente? Ce certificat de vente n'a aucune valeur juridique pour 2 raisons. La première? La première, c'est que il y a une loi de 1928 qui reconnaissait aux indigènes le droit d'être propriétaire d'un terrain, d'en occuper, parce qu'ils y ont vécu de génération en génération. Cette loi de 1928 est toujours en vigueur. C'était pour protéger les indigènes. Bon, fort donc de ceci, l'État a organisé cette vente-là. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait l'abandon de droit coutumier. Tu as vécu avec tes entrées sur un terrain et maintenant tu veux céder une partie à quelqu'un d'autre. Tu abandonnes ce droit-là. Quand tu abandonnes ce droit-là, tu vas chez le notaire pour faire l'abandon de droit. Même chez le sous-préfet, tu pouvais aller abandonner tes droits là-bas. Parce que c'est lui qui est chef, qui représente l'administration dans la localité où... D'où l'expression chef des terres. Chef de terre, voilà. Communément, on appelle comme ça. Alors, jusqu'à récemment, on a constaté que des esprits malins vont dans des villages, rencontrent des papas et des mamans qui, non seulement ne sont pas éduqués sur la chose publique, et notamment la chose foncière, on lui donne peut-être un petit 500 000 et on prend 4, 5, 6 hectares de terrain au motif qu'on voudrait immatriculer. Et on se retrouve avec quelqu'un comme moi qui vient de l'ouest du Cameroun, de Bana, en Gomezap, avec 5 hectares de terrain, où je me dis propriétaire. Alors que les natifs même de ce secteur-là sont en villégiature. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que j'ai beaucoup loué l'attitude du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Aïssi, qui a pris une mesure du domaine du cadastre, du domaine du cadastre pour effacer ce qu'on appelle abandon de droit coutumier. Ça n'existe plus. Donc tout citoyen maintenant, où que tu sois, quand tu as besoin d'avoir un terrain,
tu vas faire une demande d'immatriculation chez le sous-préfet de la localité. Si tu remplis les conditions, le jour où la commission consultative descend sur les lieux, on vous donne quitus. Et là, il y a tout un formalisme qu'il faut réaliser afin d'aboutir à un titre de propriété qui deviendrait ta propriété. À quel moment donc exactement je viens rencontrer le notaire que vous êtes? Vous venez me rencontrer le notaire d'abord. Il est interdit au notaire, ça c'est ce que je pouvais le dire avant. Le notaire ne doit pas intervenir sur des terrains non immatriculés. Voilà déjà un barrage d'office. C'est écrit dans nos textes de 1995. Le notaire ne peut pas intervenir dans une situation immobilière tant qu'on ne lui présente pas un titre de propriété. C'est ça. Il est interdit. Et lorsque Y achète un terrain qui n'a pas encore un titre de propriété, qu'est-ce qu'il fait? Il ne devrait même pas acheter. Parce qu'il devrait plutôt demander la concession. Parce que ceux-là même qui vendent n'ont pas de titre de propriété. Tu ne peux pas vendre un bien dont tu n'es pas propriétaire. Et la propriété, c'est quoi? C'est le droit de jouir, de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, à condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements de la République. Étant entendu que l'État est souverain. L'État est souverain sur le territoire et sur les habitants de ce territoire. Donc en clair, un Camerounais ne doit pas vendre un terrain non immatriculé. Il faut que ce soit sûr de tout le monde. Ça veut donc dire que beaucoup de Camerounais se trompent en matière de propriété foncière. Oui, ils se trompent. Et c'est pour ça que nos tribunaux sont truffés de procès. Sur 100 procès au tribunal au Cameroun, 70 c'est pour les problèmes fonciers et 30% les divorces. Voilà. C'est un notaire qui le dit. Je rappelle qu'ils sont rares au Cameroun comme de l'or parce que la Chambre nationale des notaires du Cameroun en 2022 n'enregistre que 68 notaires. Ça fait un notaire par département puisqu'on en a 58 et les 10 autres seraient repartis sur l'ensemble du territoire, peut-être dans les chefs-lieux de région, même si nous savons très bien que les notaires sont concentrés dans les métropoles à caractère économique comme Yaoundé, Douala, Bafoussam et bien d'autres encore. Mais Maître Kamté, il y a un problème que soulèvent les géomètres. Beaucoup de transactions foncières débutent devant le notaire au lieu de passer au préalable par le géomètre. Est-ce que vous avez, dans votre riche et longue carrière, 35 ans pratiquement, eu affaire à pareils actes? Déjà, les géomètres doivent se renseigner. Beaucoup de géomètres ne connaissent pas véritablement la mission du notaire. Il faut qu'ils se renseignent. C'est pour ça qu'à mon époque, quand j'étais encore en fonction, j'avais demandé qu'on fasse un séminaire qui regroupe tous les acteurs, géomètres, des géomanistes, même les avocats, même les huissiers, même les notaires. Qu'on fasse un symposium où on explique aux gens ce que c'est que la chose notariale. Le notariat, monsieur, c'est né à la loi Ventose, 15 mars 1803. Pourquoi? Parce que Napoléon avait constaté qu'il y avait tout de tueries pour les affaires foncières. Et en 1804, il a réuni autour de lui certains de ses conseillers et ils ont créé ce qu'on appelle le titre foncier. Ça date de 1804 en France. Le titre foncier allemand date de 1900. Et chez les Anglais, c'est la coutume. Alors, pour un oui, pour un non, les gens se mettaient à lutter et à tuer parce qu'on a pris un iota de son terrain. C'est comme ça qu'est né le titre foncier. Or, une société qui n'est pas organisée, qui n'a pas un titre foncier, que l'État contrôle, c'est l'anarchie. Donc, je n'ai rien contre les géomètres, ce sont nos collaborateurs. Mais tout doit partir de chez le notaire. Puisque, je vous ai dit, lu l'article 2, on dit que tout acte transactif de droit réel immobilier doit, à peine de nullité, être passé en la forme notariée. Alors, le président de l'indicatif qui est étudié dans cette phrase, ça a une valeur impérative. Les gens doivent comprendre ça. Moi, j'ai fait la vieille école, c'est pas l'école d'aujourd'hui, où les enfants ne savent pas écrire une phrase juste. Alors, pour la bonne compréhension, puisque vous êtes dans les... Vous tenez un discours qui est juridique, ce qui n'est pas forcément à la portée du Camerounais moyen. Oui. Est-ce à dire que le X qui a 10 000 francs pour acheter 1 mètre carré de terre doit présenter ces 10 000 francs au vendeur devant le notaire? Déjà même, à titre d'information, le notaire a 2 missions. Conseiller les parties
et authentifier les actes à condition que ces actes ne soient pas contraires, comme je l'ai dit tantôt, aux lois et au règlement. Donc quand le géomètre dit que parfois, c'est chez le notaire que tout commence. Qu'est-ce qui fait la vente? Le principe de la vente, je vous enseigne pas le droit. On dit qu'une vente est parfaite lorsqu'on est d'accord sur la chose et le prix. Or, quand vous êtes d'accord sur une chose et sur le prix, notamment le foncier, qui matérialise votre accord de volonté? C'est le notaire. Donc tout doit partir du notaire avant qu'on fasse appel au géomètre, aux gens du cadastre et tout ce qui s'ensuit. Tout part du notaire. Et pour que justement, on n'ait pas des ennuis par rapport à la superficie que tu voudrais léguer à X ou à Y, il faut donc un titre de propriété délivré par l'administration. C'est dans ce titre de propriété qu'on voit effectivement que oui, tu es véritablement propriétaire de telle dimension de terrain et que tu peux valablement vendre. Et d'ailleurs, le notaire doit faire des investigations. Parce que quand même tu apportes le titre foncier, je me transporte au cadastre, je me transporte au domaine pour voir si ce ne sont pas des faux titres fonciers. Parce qu'actuellement, rien que dans Yaoundé, il y a près de 37 000 faux titres fonciers. À Douala, alors, c'est le Texas. Et on en parle justement avec vous, Maître Kamtene aussi, Michel. Comment comprendre que les transactions se passent devant le notaire et après on a 2, 3 titres fonciers sur une même parcelle? Là, je ne voudrais pas jeter l'anathème sur l'administration. C'est un laisser-aller de notre administration. Parce que un titre foncier, lorsque le notaire a reçu les parties, il a rédigé son acte, il est allé à l'enregistrement, il a payé les droits dus à l'État. Parce que nous sommes les collecteurs d'impôts, directs et indirects. Directs pour les actes obligatoires, indirects pour ceux que les gens veulent bien donner une certaine authenticité. Mais dès lors que ça part au domaine, comment ça peut se faire qu'il y ait des anomalies sur la dimension que le notaire a lui-même vérifié à partir d'un document administratif? Le notaire n'est pas juge du document administratif du titre foncier. Il reçoit un document administratif et il se borne et il se cantonne à respecter les écrits et les indications qui s'y trouvent. Il n'a pas de changement à faire. C'est sur cette base-là qu'on dit donc qu'il est interdit au notaire de participer à une négociation foncière tant qu'il n'y a pas de titre de propriété qui justifie que celui qui veut céder est véritablement propriétaire. Ça veut dire qu'à ce niveau, il y a des notaires qui jouent aussi quand même double jeu, c'est-à-dire il est chargé de vérifier si le titre de propriété est original. Il doit vérifier, c'est une obligation par nos textes. Ça veut dire que vous avez des confrères qui violent la loi dans ce sens. Mais comme dans toutes les sociétés, il y a des brebis galeuses partout. Nous ne sommes pas au paradis. Bon, quand ils le font, ils en prennent à leur compte. Ils en prennent à leur compte. Et la loi est sévère dessus. Déjà même quand, sur le plan de la sanction, quand on observe qu'un notaire a fait un truc comme ça, déjà, si toi, qui a été désillusionné, tu saisis la Chambre nationale des notaires, on rappelle le notaire à l'ordre. Et quand ça ne va pas, on renvoie ça à la direction du contrôle du professeur juridique, chef service du notaire, pour qu'il convoque le notaire pour lui dire que non, tu ne travailles pas bien. Il peut avoir des blâmes, il peut avoir des suspensions, et en cas de récidive, on t'enlève la charge, le décret, signé par le président de la République. Et mon ami, ce n'est pas un décret qui court les rues. Maître Kamte, il se dit dans les petits couloirs que généralement dans une transaction, le notaire lui reste au bureau et il gagne assez gros. Est-ce que vous ne pensez pas que les coûts de vos émoluments et autres sont des éléments de découragement pour les acquéreurs de pouvoir passer devant vous pour notifier, pour acter la transaction foncière? Bon, déjà, au niveau des émoluments dont vous faites allusion, c'est l'État qui fait les émoluments du notaire. Combien pour cent? Ça dépend des types d'actes. Pour un acte cadastral, immobilier? Pour un terrain, et nous avons des émoluments dégressifs. Si par exemple vous achetez un terrain à 20 millions de francs, des émoluments du notaire, on prend 4,5% sur 3 millions de francs, la tranche de 3 millions de francs. 3% sur la tranche de 7 millions de francs et 2% sur la tranche qui reste. C'est comme ça, c'est dégressif. Et quand tu analyses tout ça, le notaire n'a même pas 300 000 francs. Parce que
les gens disent que les notaires gagnent beaucoup d'argent. Non, on ne gagne pas. Celui qui veut gagner de l'argent ne doit pas aller dans le notariat. Sincèrement? Oui, oui, il ne doit pas aller dans le notariat. C'est une fonction noble. Moi, quand j'ai fait l'école des notaires, il fallait d'abord que je prouve que j'ai une famille déjà dans le notariat. J'avais mon cousin qui était notaire à Douala, le Jean, lui, il est décédé. Et c'est avec ça qu'on m'a mis à l'école des notaires en France. Mais si j'avais pas de parents, parce que là-bas, même en Europe, c'est trié. Tu ne verras pas le fils d'ouvrier de Renault ou de, je sais pas, de Peugeot aller à l'école des notaires, on ne l'accepte jamais. Ça, je vous le dis. Donc, ce n'est pas un métier pour les gens d'une certaine classe. C'est la haute bourgeoisie. Vous comprenez très bien? C'est la haute bourgeoisie. On n'accepte pas n'importe qui là-bas. Et puis, on tient compte, déjà même pour qu'on te nomme notaire. Mon cher ami, l'enquête de moralité qu'on initie pour toi, le candidat à une charge, ça peut prendre 4-5 ans. Et ça peut arriver dans le paragraphe du président de la République, il ne signe pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Il signe discrétionnairement, exactement comme il nomme les ministres et autres directeurs. Maître, en passant, pourquoi il n'y a pas d'école notariale au Cameroun et en Afrique subsaharienne? Ben, ça tient de la politique des gouvernements. Le Cameroun en a eu jamais besoin. On a une floraison d'une jeunesse qui veut investir et malheureusement, vous êtes très peu nombreux. On est très peu nombreux. Tout ceci tient aussi de la politique du gouvernement. C'est lui qui est souverain, l'État qui est souverain, qui décide de la création d'une école maintenant. Il y a des universités partout, presque dans les 10 régions maintenant, si on peut dire. Mais il faut aussi qu'on fasse pas des écoles professionnelles. Parce que l'ENAM, qui était le pourvoyeur d'emploi, a connu ses limites. Je ne vous fais pas du dessin, vous êtes journaliste, vous savez que le Fonds monétaire international continue à dire que le Cameroun a trop de fonctionnaires. Bon, maintenant, quand on doit vivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on crée des structures où les gens peuvent se prendre en charge, où les gens peuvent créer. Quand, par exemple, vous voyez un cabinet comme celui-ci, il y a par exemple 11 stagiaires ici, et on leur donne un salaire à la fin du mois. Ils payent leur taxi ou je ne sais pas quoi. D'autres ont des enfants. D'autres sont mariés. Alors, derrière ce petit salaire qu'on lui donne, il fait vivre les gens. Et c'est des gars, pour certains, qui ont des licences depuis 4, 5, 6 ans et qui ne font pas d'emploi. Les concours, même ils le font, ils ne passent pas, ils ne réussissent pas. Alors, il faut donc que l'État multiplie des écoles professionnelles pour extirper de la rue tous ces grands intellectuels. Vous allez au marché Mokolo, vous voyez un monsieur qui a 28, 29, voire 30 ans. Il a une maîtrise, je ne sais pas quoi, n'importe quelle discipline. Il a la papaye ou je ne sais pas moi, les ananas qu'il a pelé, il met dans une brouette. Il marche pour trouver 100 francs. Ça, c'est inadmissible. Nous sommes dans un pays où il y a tout à faire. Y compris dans le domaine notarial. Y compris dans le domaine notarial. Merci beaucoup, maître. J'espère vous retrouver très bientôt pour des conseils dans le cadre d'une transaction. Revenez quand vous pouvez. Merci beaucoup. Merci pour tous ces conseils. On espère que les téléspectateurs ont désormais une idée claire de ce que c'est qu'un notaire et quel est son rôle dans les transactions foncières, même si ceux-ci sont de temps en temps épinglés. Et Maître l'a dit, il n'y a pas de profession parfaite. On veut de bons notaires au Cameroun. Nous allons poursuivre cette émission en allant cette fois-ci à la rencontre des chefs traditionnels qui ont malheureusement perdu le droit de signature puisqu'ils ne peuvent plus signer l'acte d'abandon de droit coutumier. Le chef traditionnel est un élément majeur et capital dans la gestion des terres, élément de l'identité culturelle et spirituelle des communautés. Et pour en parler, nous avons avec nous Sa Majesté Ntala Njomo Guy. Il est le chef supérieur des Ding Ding, c'est dans la Leki région du centre Cameroun. Il est par ailleurs premier vice-président, président par intérim du Conseil
national des chefs traditionnels du Cameroun. Il est universitaire en physiologie et biotechnologie végétale. Sa Majesté Ntala, merci de répondre à Naya TV. Bienvenue sur Investigation. Merci, bonjour. Comment se portent les populations des Ding-Ding? Ça va. Ça va. Ça va plutôt très bien. Je ne dirais pas très bien, mais ça va. Les litiges fonciers de votre côté, comment vous les Oui, gérez? la Liki est un foyer de litige foncier depuis toujours. Et je dois dire que les tribunaux de Monatilé, c'est un balai incessant de litiges, des gens qui se discutent des lopins de terre, des parcelles de terrain, c'est tout le temps. Alors, on aura l'occasion d'en parler, Sa Majesté, mais dites-nous quel est le rôle, le réel pouvoir d'un chef traditionnel sur la terre aujourd'hui au Cameroun? Écoutez, la question posée de cette manière-là m'embarrasse à cause de la diversité des cultures et des traditions au Cameroun. Si vous posez cette question à un chef traditionnel de la région du centre, de la région du sud ou de l'est, la réponse ne sera pas la même que celle que pourrait donner un chef traditionnel du septentrion, du littoral ou du sud-ouest ou du nord-ouest, par exemple, ou de l'ouest. Alors, dans certaines régions, au regard d'un certain nombre d'habitudes, vous avez des chefs traditionnels qui sont en fait considérés comme les propriétaires des terres de leur chefferie. C'est eux qui président à la distribution des terres, à l'attribution des terres à leur population. Dans d'autres régions, telles que la région du centre, la région du sud, ce n'est pas le cas. Le chef traditionnel n'est pas considéré comme propriétaire des terres ou autorité suprême qui peut retirer ou attribuer un lopin de terre à un de ses administrés. Donc les situations sont variées, sont diverses. Juridiquement, la terre appartient donc à l'État. Y a-t-il finalement une sorte d'ambiguïté dans les principes de propriété et de responsabilité foncière au Cameroun en 2022? On est dans un État organisé, donc je n'utiliserai pas le terme ambiguïté, parce que l'État est au-dessus. On ne peut donc pas parler d'ambiguïté. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le chef traditionnel se considère comme étant le garant de la protection des intérêts de sa communauté. Dans ces intérêts, la terre fait partie de ça. Et il est donc attaché à la manière dont la terre est gérée traditionnellement dans et par sa communauté. Or, le droit positif, l'État, quand il vient, a de la peine à intégrer ce mode de gestion des terres dans le droit positif. Ce qui crée donc une sorte je dirais pas d'ambiguïté, mais d'antinomie ou d'animosité entre le chef traditionnel qui défend les intérêts de la communauté, en particulier en ce qui concerne la gestion de la terre, et ce que prévoit la réglementation, les lois, les décrets, les arrêtés qui sont pris par l'État. Alors, Majesté, au vu des actualités récentes sur les litiges fonciers, notamment dans la région du littoral, Aldikolo, Douala, Bonateki et bien d'autres encore, y compris dans toutes les régions du Cameroun, je rappelle que nos tribunaux, c'est pratiquement 50% de dossiers qui concernent les litiges fonciers. Il y a ce problème de chef traditionnel qui se pose apparemment avec, jusqu'il y a quelque temps, le fameux abandon des droits coutumiers dont il était signataire et qui n'a malheureusement aucune valeur juridique. Vos collègues chefs ne sont-ils pas aujourd'hui complices dans l'accaparement des terres? Écoutez, l'attestation d'abandon des droits coutumiers n'est pas un document coutumier. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi l'administration qui a exigé dans ces dossiers de transaction qu'il y ait une attestation de l'abandon des droits coutumiers, que les chefs ont commencé à signer. Ce document, lorsqu'il était signé par le chef avait
demander qu'on lui paye quelque chose. La signature de ce document par le chef a donné l'impression au chef que son rôle dans la gestion des terres était officiellement reconnu par l'État, puisque le document, bien que n'ayant aucune valeur juridique, était pris en compte dans la transaction lorsqu'on le présentait à l'administration. Il se trouve que l'État a décidé autrement. Je suis loin de penser que l'État soit contre les chefs ou contre les intérêts des chefs. C'est normal que les chefs qui y trouvaient un certain avantage ne soient pas d'accord qu'on ait supprimé ce papier, surtout que derrière ça, leur conviction est qu'on les débarrasse de leur pouvoir sur la terre. L'État a mis en place des commissions au moment des immatriculations qui sont présidées dans les villages, dans les arrondissements par le sous-préfet. Et le chef traditionnel est censé faire partie de ces commissions. Mais on a vu à certains endroits où il n'était même pas associé. Et ça fait partie des récriminations ou de ce qui alimente la lecture des chefs qui veut que le chef est mis à l'écart dans la gestion des terres de leur communauté. Il faut dire que traditionnellement, en tout cas en ce qui concerne notre région, la terre appartient à la communauté. Et il faut veiller que cet héritage puisse être transmis de génération en génération. Et par ailleurs, le chef traditionnel est celui, lorsque l'autorité est saisie d'un problème, d'un litige foncier dans un village, il est celui qui est capable de dire, d'aider le sous-préfet à démêler les chevaux, à aider à voir les limites, à retracer l'historique de l'occupation des terres dans sa communauté. Le chef traditionnel a donc l'impression aujourd'hui qu'il n'est plus du tout pris en compte, qu'il ne sert plus à rien, qu'on le dépouille totalement Et c'est à tort ou à raison, Majesté? L'État a sûrement des éléments qui permettent qui lui ont permis de décider que le certificat d'abandon de droit ne soit plus signé par les chefs traditionnels parce que ce document n'a aucune base juridique. Mais quant à dire si l'administration a raison ou tort, si les chefs ont tort ou ont raison, mais le soupçon qui pèse sur les chefs d'être partie prenante ou complice de l'accaparement des terres, je dois vous dire que tant que l'État n'a pas marqué son accord, ces mastodontes-là ne peuvent pas occuper ces espaces, même si le chef a signé. Parlons-en et sortons justement par là. N'y a-t-il pas aujourd'hui urgence d'encadrer juridiquement et ou constitutionnellement la responsabilité du chef traditionnel dans la préservation des intérêts des communautés qui sont justement souvent impuissantes face à ces mastodontes, face à ces multinationales qui viennent s'accaparer des terres avec tout le pouvoir et ne laissent finalement rien à nos communautés? Je voudrais redire que l'accaparement ce que nous appelons accaparement des terres à ce niveau-là ne peut pas se faire sans l'implication de l'État. Quel que soit le rôle du chef, ça ne peut pas se faire sans l'implication de l'État. Deuxième chose, les chefs sont les auxiliaires de l'administration. Les chefs, ce qu'ils demandent, c'est que d'abord qu'on leur explique les choses. Ensuite, ils sont disposés, comme ils l'ont toujours été et comme leur statut le demande, de coopérer, de collaborer, d'aider l'administration dans la gestion des terres. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un réseau de chefs traditionnels qui s'occupe de cette problématique et dont le principal objectif est de sensibiliser les populations et surtout de faire des propositions à l'autorité qui est en charge de la gestion du foncier. Parce que je ne vous cache pas, nous pensons que si cet encadrement n'est pas fait, si le problème de l'accès à la terre au Cameroun n'est pas pris à bras le corps tel que l'autorité est en train de le faire, le problème du foncier
pourrait être considéré comme une bombe à retardement pour notre pays. Donc c'est très important et c'est urgent que cet encadrement soit fait. Mais qu'il soit fait en intégrant les chefs traditionnels et éventuellement les propositions qui sont faites dans la loi qui va déterminer les conditions d'accès à la terre pour tous les Camerounais. Vivement, Majesté, que votre plaidoyer ne tombe pas dans des oreilles dessous. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Naya TV. Merci d'être passé sur Investigation et surtout bon retour à Edingding, d'où vous êtes parti pour répondre à notre invitation. Merci, professeur. Je vous remercie. J'espère effectivement que notre plaidoyer ne tombera pas dans les oreilles d'un sourd et que le Cameroun sera épargné d'une difficulté supplémentaire dans les années à venir en matière de gestion d'accès à la terre. Vivement. Merci. Et ici sur la colline de Djungolo à Yaoundé, nous allons dans un instant recevoir notre chef traditionnel après Sa Majesté Tsala. Je rappelle qu'il est également président par intérim du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. On se retrouve donc dans un instant pour pouvoir donc poursuivre avec Investigation le sujet, la guerre du titre foncier au Cameroun. Avec nous, Sa Majesté Mvondo Bruno, il est chef traditionnel Ndong et plus précisément de Minkok Bitili, c'est à Ebolva dans la région du Sud Cameroun. Sa Majesté Mvondo, merci d'apporter votre contribution pour une meilleure compréhension des problèmes du foncier au Cameroun. Je rappelle que vous êtes par ailleurs le président du réseau des chefs traditionnels d'Afrique pour la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes des forêts. Merci beaucoup de nous permettre de dire un mot pour ce qui est de cette ressource ou alors des ressources naturelles qui nous sont chères en tant que chefs traditionnels. Et nous disons merci de l'occasion pour nous donner de pouvoir en quelques mots détailler la pensée de l'autorité traditionnelle. Nous sommes sur des questions récurrentes. Alors, vous êtes un observateur privilégié du foncier, vous êtes garant des traditions, des terres, des coutumes qui parfois sont ancrées dans cette terre-là. Majesté, dites-nous, quel est le réel pouvoir d'un chef traditionnel sur la terre? Vous savez que la terre appartient à ceux qui étaient là hier, à ceux qui sont là aujourd'hui et à ceux qui seront là demain. C'est-à-dire la terre appartient à ceux qui sont morts, qui sont de l'autre côté, qu'on appelle en langage des peuples de la forêt, Bokun, ceux qui sont là actuellement, ceux qui sont dans Aimant, et ceux qui naîtront dans les jours à venir, c'est-à-dire les générations qui arrivent. À ce titre, la terre est au centre de toutes les préoccupations. C'est la terre qui nous reçoit lorsque nous venons dans cette vie, c'est la terre qui nous accueille lorsque nous partons, c'est la terre qui nous offre tout ce qu'on a dans le quotidien, dans le vécu. En termes d'alimentation, en termes d'habitat, ouais, la terre est au centre des préoccupations de toute autorité traditionnelle. Cette terre dite rurale, lorsqu'il faut les mettre à la disposition des multinationales, des grands investisseurs, le chef traditionnel et sa communauté ici se retrouvent réduits à leur simple expression et n'ont pratiquement aucun pouvoir de réaction. Réduits à leur simple expression, bon, peut-être le mot serait fort, mais il faut dire ici que lorsqu'on voit la législation camerounaise et ce que nous appliquons dans nos communautés, on a l'impression que ce que dit la loi est un peu à côté de ce que des expériences réelles. Aucune loi ne parle des terres urbaines et des terres rurales. Nous le vivons. Et lorsque la loi dit que la terre appartient à l'État, mais vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y aura une concession forestière, chaque fois qu'il y aura un investissement quelque part, on viendrait interroger les communautés pour leur dire qui était ici, à qui appartient cette portion du territoire, qui doit avoir. Ça veut dire que dans le droit, la terre appartient à l'État, mais dans les faits et le quotidien, on reconnaît très bien que la communauté a une place dans la gestion de la terre et que la terre appartient bel et bien aux communautés. Ceci permet non seulement de garder la paix, mais aussi d'assurer même la pérennité et la sécurité de ces investissements. À Minkok Bitili particulièrement, quels sont les types de conflits auxquels vous faites face au quotidien en ce qui concerne vos terres? Vous savez, je vous ai dit que la terre est au centre de la vie. Le chef traditionnel que je suis a honnêtement 70-80% de conflits qu'il reçoit en termes de foncier. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la collectivité rurale, dans l'esprit des villages, la terre
appartient à la communauté. C'est la collectivité qui a la terre. Mais les usages sont individuels. Vous allez vous rendre compte que par rapport à ces usages, il arrive qu'on ne puisse pas permettre à quelqu'un de mieux s'exprimer sur une portion de terre. Et là, il y a une plainte. Ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un chasseur, ça peut être un berger. Vous voyez, par rapport à l'activité que nous menons, il y a une plainte qui sort de là. Et ça peut même aussi être en termes d'installation. Je voudrais construire. Mon oncle, mon père, ne m'a pas encore montré l'espace auquel je dois avoir. Même s'il est vrai que ton père te dira, dirige-toi vers les jachères de ta mère. Et c'est pour ça que justement nous disons, attention, aujourd'hui que nous allons parler, comme lorsque nous parlons du foncier, il faut bien tenir compte de ces réalités. Et dans la réforme foncière qui est pensée, nous voyons directement l'orientation qui fera en sorte que la gestion de la terre soit une gestion qui épouse toutes les sollicitations par rapport à cette terre. Parce que vous avez dit tantôt, c'est la terre qui est au centre de toutes les préoccupations, de tous les investissements. Et nous, chefs traditionnels, nous y tenons. Vous y tenez, chefs traditionnels, mais il y a aussi qu'il y a ce double jeu des chefs traditionnels dans d'autres localités du Cameroun. On a vu avec ce fameux d'abandon de droit coutumier signé à X, abandon de droit coutumier signé à Y. Finalement, il y a certains de vos collègues majestés qui jouent un rôle plutôt trouble dans les questions foncières. Il faut avouer ici que je voudrais sincèrement remercier l'administration, le gouvernement, d'avoir mis fin à cet abandon de droit coutumier. En principe, l'autorité traditionnelle ne juge pas sur le droit. L'autorité traditionnelle établit son verdict, son jugement à partir des us et coutumes. Si vous regardez bien nos us et coutumes, il n'y a pas abandon de droit coutumier quelque part, c'est un terme français, qui a été implémenté, je ne sais pas, de manière sage par certaines administrations, certaines élites, pour permettre un accaparement des terres d'une échelle à une autre. Mais il faut dire ici que là, vous ne pouvez pas abandonner vos droits coutumiers. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous abandonner les droits coutumiers qui vous sont chers, qui vous appartiennent, qui font corps avec vous? C'est une aberration. Vous pouvez, dans la cosmogonie des peuples d'Afrique, dans la tradition, vous pouvez concéder un espace de terre à votre frère, à votre ami qui devient votre frère pour qu'il puisse investir. Il devient membre de la famille. Ça, c'est des considérations qu'on doit avoir. Mais vous allez vous rendre compte que notre crainte, justement, par rapport au titre foncier, c'est que le titre foncier vient casser, vient faire une cassure par rapport au mode de gestion coutumier de la terre. C'est pour ça que nous disons, oui, on peut avoir le titre foncier, mais si on a le titre foncier, est-ce qu'il ne faut pas penser à avoir un titre foncier collectif? C'est une approche. Et maintenant, dans ce titre foncier collectif, partir du principe selon lequel la terre est au niveau de la forêt, au niveau des usages coutumiers, est de gestion collective. Ce n'est que l'accès, les usages qui peuvent être individuels, c'est-à-dire par rapport au type d'activité qu'on voudrait mener. Partant de ces faits, vous allez vous rendre compte que la terre aura des investissements qui lui sont propices. Les investissements pourront être sécurisés. Les investissements pourront être réclamés par les uns et les autres et mieux contrôlés dans la gestion de la cité. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question pour sortir définitivement. Un investissement dans une communauté qui est lésée, qui se sent abandonnée, suscite-t-il de temps en temps la colère des ancêtres de la communauté des chefs traditionnels et par conséquent se veut un investissement perdu d'avance? Vous savez, moi chef traditionnel, après mon initiation, je prête serment de défendre la terre jusqu'au prix de ma vie. Ça, c'est le chef traditionnel initié que je suis. Ça veut dire que je ne peux pas céder un seul centimètre de ma terre, je ne peux pas l'aliéner. Et si je le fais, je suis maudit jusqu'à la 3e génération. Regardez tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour dire profession vendeur de terrain. Regardez leur vie, regardez la finalité de leur vie, regardez leur famille, c'est de la malédiction. Et c'est pour ça que tout initié qui appartient à une communauté est prêt à mourir pour la terre. Un chef avait dit, il y a 2 éléments qui peuvent permettre à l'homme de donner sa vie. Il y a la religion et il y a la terre. Ça veut dire que dans ces 2 éléments, vous voyez, il y a des serments. La religion, il y a le serment, c'est pour ça qu'on parle des sectes. Et la terre en est autant. Parce que, je l'ai dit, elle appartient
aux ancêtres. Souvenez-vous très bien que toutes les terres ont été acquises au prix du sang et de la sueur. C'était des grandes guerres, des razzias. Et d'autres qui n'ont pas fait de guerre. Après, il fallait conquérir les espaces à la hache. Et puis du jour au lendemain, vous venez prendre ces terres, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, nous souhaitons aussi, c'est ça qui crée la haine, nous souhaitons que dans les indemnisations soient proportionnelles à tous les besoins. Ne définissons pas les indemnisations par rapport à la vision occidentale ou alors européenne. Ne définissons pas l'occupation de la terre par rapport aux yeux de l'Occident. L'occupation de la terre, vous pouvez voir une terre comme celle-ci qui est inoccupée, mais c'est la zone de chasse. Vous pouvez voir une forêt qui n'est pas détruite, mais c'est la zone des rites, c'est la forêt sacrée, c'est la forêt interdite. Donnez à cela une valeur. Et puis maintenant, lorsque vous déplacez une communauté au bord de la mer, par exemple, pour aller la mettre dans la forêt, ou alors vous la déplacez de la forêt vers la mer, le mode de vie change. Est-ce que vous avez quantifié matériellement ce que cette communauté perd? Non, c'est pas. Il faut regarder ces aspects lorsqu'on va faire l'indemnisation. Donc, c'est des éléments que je cite comme ça, nous citons comme ça en vrac. Vous, les intellectuels, nos intellectuels qui sont habiles, pourront voir comment les classer, les mettre en place pour que ce soit bien fait. Nous voulons, à travers vous, remercier sincèrement les organisations de la société civile, comme le CED, des programmes comme le programme Landcamp, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, et l'administration, le ministère des Domaines, qui collabore beaucoup avec la chefferie traditionnelle. Les parlementaires, le réseau des parlementaires, et plusieurs autres organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons au quotidien pour trouver un juste milieu. Le tout n'est pas de dire c'est mauvais. Nous devons ensemble nous asseoir de manière participative, collégiale et collective, trouver des solutions idoines qui permettent d'attirer les investissements, de sécuriser les investissements et de participer au développement de la communauté qui accueille l'investissement et puis le développement de tout le reste. Sa Majesté Bruno Mvondo, merci d'avoir prêté votre voix à investigation et surtout bon retour à Mikok Bitili. Merci beaucoup. J'exhorte les uns les autres à penser à la polygamie qui est une très bonne chose pour la survie de nos us et coutumes. L'investigation se poursuit et dans un instant, nous allons avoir une idée un peu plus large de la guerre du foncier au Cameroun avec un expert spécialisé dans les questions foncières et domaniales. A tout de suite. La gestion de la terre est un défi permanent pour les pays en développement. Les enjeux sont énorme. Le Cameroun ne dispose malheureusement pas d'une politique foncière solide. Le Cameroun, en 1974, date à laquelle la loi sur le foncier a été élaborée et validée par le législateur, disposait d'une population de moins de 10 millions d'habitants. 50 ans après, pratiquement, nous sommes à 27 millions. La question de règlement et d'accès des règles gouvernant donc l'accès à la terre doit clairement être élaboré. Et pour en parler, nous avons avec nous un juriste expert des questions foncières. Il est par ailleurs secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement qui a fait de la question de la réforme foncière son autre cheval de bataille. Docteur Samuel Guifo, merci d'être avec nous sur Investigation. Comment vous allez? Je vais très bien, merci et merci de m'avoir invité. Vous travaillez sur les questions foncières depuis pratiquement une trentaine d'années. Aujourd'hui, pourquoi autant de conflits, autant de litiges entre les particuliers, les communautés qui animent les procédures judiciaires parfois longues, fatigantes et interminables dans nos tribunaux? Pourquoi les conflits? Parce que la terre est essentielle. La terre est au cœur de la vie des Africains, d'une manière générale. D'abord, parce que la terre fait partie de l'identité de l'Africain. L'Africain s'identifie à sa terre. Un peuple, une tribu s'identifie à sa terre. Une nation s'identifie à sa terre. Et ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la terre est un facteur de production. Dans la plupart de nos pays, traditionnellement, nous sommes agriculteurs, ou pêcheurs, ou éleveurs. Ou les trois à la fois. Chasseurs, cueilleurs également, mais on dépend des ressources naturelles
on dépend de la terre. Et enfin, ce qu'on constate, c'est que comme nous sommes attachés à la terre, on est quelque part sur une terre et on sera enterré. Donc, on est poussière, comme le dit la Bible. On vient de la terre et on retournera à la terre après. Et c'est important de voir cela. Alors, dites-nous, les Camerounais sont-ils aujourd'hui suffisamment informés, imprégnés des procédures d'obtention d'un titre foncier? Alors, c'est certain que la loi n'est pas seulement la loi foncière, mais la loi d'une manière générale n'est pas suffisamment connue. En général, il faut continuer à faire de la sensibilisation. Mais en matière foncière, on peut dire qu'il y a une assez forte méconnaissance de la loi. Et cela peut s'expliquer par le fait que la loi cohabite dans notre pays, dans nos villages, avec les coutumes. Et parfois, sur des questions essentielles, la loi et la coutume sont en contradiction. Donc, par exemple, la loi nous dira une terre sur laquelle il n'y a pas de titre foncier, une terre non immatriculée, n'appartient pas à l'individu ou à la communauté, alors que la coutume dira c'est la terre de la famille, c'est la terre de l'individu, c'est la terre de la communauté. Et donc, parce que la coutume leur dit que c'est leur terre, des transactions sont possibles. Je rappelle pour nos téléspectateurs et internautes qu'à peu près 85% des terres camerounaises ne sont pas immatriculées jusqu'en 2021 pratiquement. Mais dites-nous, les procédures d'obtention d'un titre foncier ne sont-elles pas asphyxiante pour le peu de Camerounais qui maîtrisent les procédures et autres? Est-ce que c'est pas asphyxiant en termes de coûts, en temps d'attente et d'intervention dans la chaîne? Il faut revenir un peu en arrière, dans le temps, et venir à une période où l'obtention des titres fonciers, la délivrance des titres fonciers était centralisée à Yaoundé. On a eu une réforme qui a permis de décentraliser et de ramener la décision au niveau du département ou de la région. Et là, ça facilite la tâche. Ça la rend toujours un peu plus... On n'est pas au niveau du village, mais on est beaucoup plus proche du village. On n'est pas au niveau du village, mais on est beaucoup plus proche du village que s'il était question d'aller à la capitale. Oui, oui. Et je pense que cela contribue à simplifier les procédures d'obtention. Cela contribue à simplifier les coûts. Mais effectivement, les procédures restent complexes. Les coûts restent élevés parce qu'il faut dire le niveau d'éducation juridique, je dirais, de nos populations, surtout des populations rurales, n'est pas suffisamment élevé. Et les populations n'ont pas l'habitude de se frotter à l'administration. Pour elles, même si les procédures sont simplifiées, ça reste difficile. Psychologiquement, on peut voir une sorte de blocage qui fait que les populations hésitent à affronter l'administration et veulent encore plus de simplification. Vous m'avez un tout petit peu coupé l'herbe sous le pied puisque je voudrais justement vous demander quels sont les freins aujourd'hui à l'obtention d'une propriété, d'un titre de propriété. Samuel Guifo, ne faut-il pas aujourd'hui dans l'urgence revoir, réviser la loi de 1974 qui régit le foncier au Cameroun? Le Cameroun est en train de passer par une réforme foncière. Et c'est un chemin par lequel plusieurs pays sont passés avant nous. Et en réalité, chaque pays est toujours en cours de réforme foncière. Aussitôt que la loi est adoptée, des discussions commencent pour voir comment l'améliorer. C'est comme cela que ça se passe avec le foncier et avec quelques autres matières. Donc, en ce moment, depuis 2011, le Cameroun est entré dans une phase de réforme foncière. On peut estimer que c'est long, parce que ça fait plus de 10 ans, mais en réalité, c'est le temps qu'il faut également pour pouvoir permettre une discussion entre tous les acteurs. Dans cette réforme, qu'est-ce qu'on dira, un mot pour sortir de cet entretien avec vous sur la question du jar et l'accès aux terres? Les femmes aujourd'hui sont pratiquement moins de 3% à avoir accès à la terre au Cameroun. Les jeunes sont de plus en plus riches et veulent investir, mais malheureusement, leur âge ne leur permet pas d'obtenir un titre de propriété. Je rappelle que pour immatriculer un terrain au Cameroun, à date, il faut être âgé de pratiquement 64 ans.
puisqu'il faut être né avant 1974 et avant 1974, il faut avoir exploité le terrain sur au moins une dizaine d'années. Et donc, un jeune aujourd'hui, même s'il a 45 ans, ne peut pas, en toute objectivité, obtenir un titre. Alors, c'est effectivement cela. Il faut peut-être bien l'expliquer. Les ordonnances de 74 disaient, si quelqu'un a la propriété coutumière d'une terre et peut montrer qu'il l'a mise en valeur avant l'entrée en vigueur des ordonnances, c'est-à-dire avant 1974, il peut demander un titre foncier à son nom sur ces terres-là. Mais il y avait des conditions. La première, donc, c'était l'existence de droits coutumiers, marqués par une mise en valeur. Sur au moins 10 ans. Non, avant la loi, simplement. Mais on peut se dire, un enfant d'1 an qui était né en 73 ne peut pas dire qu'il a mis en valeur un espace. Donc, on s'est dit, il faut qu'il soit au moins adolescent pour pouvoir prétendre à une mise en valeur sur la terre. Et la troisième condition, il fallait être là de manière paisible. Il ne fallait pas que ma présence et ma mise en valeur soient contestées par les voisins, parce qu'ils allaient dire « ce n'est finalement pas votre terre ». Donc, ces conditions-là, quand elles étaient réunies, pouvaient ouvrir droit à l'établissement d'un titre foncier. Aujourd'hui, on a beaucoup de terres qui ne sont pas immatriculées, qui sont mises en valeur. Des parents ont mis en valeur des terres, les plantations familiales. Ils sont partis, les enfants ont grandi, mais n'étaient pas nés en 74, ou ne peuvent pas établir qu'ils avaient un âge, qu'ils ont un âge leur permettant d'avoir mis en valeur des terres en 74. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, d'un point de vue strictement juridique, ne peuvent pas prétendre à l'immatriculation, en principe. Mais ce n'est pas le seul moyen d'obtenir un titre foncier. Il y a également une autre voie, c'est la voie de la concession, qui permet de faire constater également des mises en valeur. Donc, on obtient une concession provisoire, on fait constater les mises en valeur, et on a 5 ans pour mettre en valeur. Si on met en valeur avant 5 ans, on demande que c'est ces le mises moyen en valeur... par lequel les jeunes passent. Alors, c'est le moyen par lequel les jeunes pourraient passer pour obtenir une immatriculation. C'est également le moyen par lequel les femmes pourraient passer pour obtenir une immatriculation. Parce que la question de la femme est différente. La question de la femme s'explique, encore une fois, par le fait qu'on a le droit écrit et le droit coutumier. Dans le droit coutumier, la femme n'hérite pas de la terre. La femme n'est pas dans quelques villages, pas partout. Il y a des villages dans lesquels la femme peut hériter. Donc, dans certains villages, la femme n'hérite pas de la terre. Mais on peut dire aussi que dans la plupart de nos villages, l'homme qui hérite comme chef de famille n'en devient pas propriétaire. Il est gardien, administrateur pour toute la famille. Il s'assure que tout le monde dans la famille a accès à la terre pour ses activités. Donc, il n'est pas propriétaire, il administre. Mais la femme ne peut pas jouer ce rôle dans la plupart de nos coutumes. C'est ce qui explique que l'on dise qu'il y a une sorte de marginalisation de la femme dans l'accès à la terre. Mais quand on regarde le droit écrit, la femme peut acheter de la terre. La femme peut hériter de la terre. Une terre immatriculée, elle peut hériter comme successeur ou héritière, co-héritière de ses parents. Samuel Guifo, merci d'avoir apporté votre contribution à cette émission Investigation, le tout premier sur la guerre du foncier. Je rappelle que le Centre pour l'environnement et le développement nous a beaucoup aidé dans la préparation de cette émission. Merci et surtout bonne suite pour votre bataille pour la réforme effective du foncier et l'accès à tous à la terre. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions tout de suite et maintenant nous allons prendre la position de l'État camerounais. Je rappelle que le ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières est le gardien, le propriétaire des terres au Cameroun. Nous allons prendre sa version des faits dans un instant sur Investigation. Avec nous, l'inspecteur général du ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières, Jean-Marie Vianney Bendeghe est avec nous. Il est par ailleurs chef traditionnel dans le village Yoro par Bokito
Mbambe-Yinoubou, région du centre, et c'est tant mieux pour nous d'avoir ce profil pour évoquer la position réelle de l'administration camerounaise sur les questions foncières. Monsieur l'inspecteur général, merci d'honorer à l'invitation de Naya TV. Merci de votre invitation. D'entre deux jeux, dites-nous, quelle est la cartographie foncière du Cameroun en 2022? Ben, parler de cartographie foncière dans notre jargon est assez difficile. J'aimerais supposer que vous voulez savoir quel est le nombre de Camerounais qui ont des titres fonciers et comment cela se distribue dans le triangle national. Mais si tel est le cas, je voudrais commencer par dire que l'espace foncier national comporte trois principales catégories de terres. Vous avez le domaine public qui est inappropriable. Vous avez les domaines privés qui sont des terrains immatriculés. Et vous avez à l'intersection des deux le domaine national. L'espace qui n'est ni dans le domaine public, ni dans le domaine privé. Et cet espace-là est encore très dominant. Hein? Il couvre plus de 90% du territoire national. 90%? Plus de 90%. Alors ça veut dire concrètement que de très nombreux Camerounais occupent ou exploitent des terres, mais n'en sont pas propriétaires en tant qu'ils n'ont pas de titre foncier. Maintenant, on peut approfondir la cartographie en disant que dans les zones urbaines, les terrains sont davantage immatriculés que dans les zones rurales. Et vous remarquerez qu'à la périphérie des grandes villes, c'est valable pour Douala, c'est valable pour Yaoundé. Les zones périurbaines, hein, c'est le cas d'Unfou par exemple, les villages à la périphérie font l'objet d'une très grande position de titre foncier aujourd'hui. On a un peu le sentiment que la vieille ville est saturée, alors les Camerounais s'intéressent à la périphérie. Hein. Il y a une forte production de titres fonciers dans ces localités, à la différence de l'arrière-pays, hein, où cette position de titres fonciers reste faible. Donc voilà, à peu près. Alors nous avons un site web de guichet unique, où nous publions des chiffres. Vous y trouverez ceux de 2018. On est à peu près à 16 000 titres fonciers pour l'année 2018. On est à peu près à 13 000 pour l'année 2019. En 2020, il y a un tassement. On est autour de 1600, certainement en raison du Covid. De la pandémie, oui. Bon, ceux de 2021 sont encore en cours d'actualisation. Le système n'est pas encore vraiment informatisé et numérisé. Donc, c'est une collecte de données manuelle et une consolidation manuelle. Cela demande un peu de temps. Donc voilà, si on peut parler de chiffres et de cartographie, ce qu'on peut en dire. Donc le ministère des Affaires foncières nous fait savoir que nous sommes à plus de 90% de terres non immatriculées au Cameroun. Nous en parlions tout à l'heure, nous étions près de 85%. Les données sont d'ores et déjà un peu plus claires cette fois-ci, mais monsieur l'inspecteur général, ça pose donc le problème d'immatriculation des terres. Comment comprendre que pratiquement 90% de terres soient exploitées juridiquement de manière illégale? C'est pas illégal en fait. Le problème est juridique et culturel. Au plan juridique, l'immatriculation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire établir un titre foncier. Hein, quand l'ordonnance 114.1 fixant le régime foncier sort, on dit que les collectivités coutumières et leurs membres qui à cette date occupent les terrains ou les exploitent peuvent continuer à les occuper et à les exploiter. Mais celles qui le souhaitent peuvent également demander à se faire établir des titres fonciers. Donc le titre foncier n'est nullement une obligation au Cameroun, c'est optionnel. Sauf que, monsieur l'inspecteur général, le législateur, lui, ne reconnaît pas le droit coutumier. Ben, c'était une option du législateur de faire en sorte que tous les Camerounais puissent se sécuriser à travers le titre foncier. Mais je ne suis pas sûr que cette option a été une brillante réussite. Hein. Au regard des vastes portions de terre non encore immatriculées. Et nous pensons, c'est une réflexion qui est en cours, que véritablement, peut-être, il faudrait réactiver les droits fonciers coutumiers. Les réactiver, c'est important, mais avant d'y arriver, on va parler de la loi de 74 dans un instant. Mais avant d'y arriver, dites-nous, aujourd'hui, il y a un sérieux problème de procédure d'obtention de titres fonciers, procédure d'immatriculation. Les délais ne sont pas toujours très connus. Dites-nous, monsieur Liger, en combien de temps je peux acquérir un terrain et obtenir un titre de propriété si j'en ai qualité? Mais il n'y a pas une seule procédure. Hein. La procédure dépend du statut des terrains. Si un terrain est déjà immatriculé, c'est-à-dire vous avez un titre foncier, vous voulez vendre votre terrain, il suffit d'aller voir le chef de service départemental du cadastre
pour faire ce qu'on appelle l'identification de la parcelle. Hein. C'est une procédure qui chez nous prend 5 jours à peu près. Et ensuite, vous allez chez le notaire pour signer l'acte de vente. Vous allez aux impôts, encore que maintenant on a des guichets uniques de transactions pour payer les droits d'enregistrement, la taxe foncière éventuellement. Ça peut donc aller très vite pour des terrains déjà immatriculés. Généralement, en moins de 60 jours, on a un titre foncier, soit de mutation, soit de morcellement. Mais les délais au plan légal, ça aussi autour de 45 jours. Maintenant, quand c'est une immatriculation directe, c'est-à-dire le terrain fait l'objet d'une détention coutumière, la procédure démarre par le dépôt de la réquisition d'immatriculation à la sous-préfecture. Le sous-préfet délivre un récépissé dans les 72 heures. Il a 8 jours pour transmettre le dossier à la délégation départementale où on prépare 2 choses très importantes. D'abord, l'avis au public. C'est un document pour informer le public qu'un tel va engager une procédure à tel endroit, dans tel village. Et on l'affiche à la chefferie du village, à la mairie, dans les services publics, pour qu'il y ait une large diffusion de l'information. Et ensuite, il y a un calendrier de la descente qui est pris, signé par une décision du sous-préfet. Quand les moyens sont mobilisés, la commission descend pour faire le constat d'occupation et d'exploitation. C'est les terrains effectivement occupés et exploités qui sont bornés et régler éventuellement les litiges. Hein? Et ensuite, dont le dossier est confectionné, il sera associé au dossier technique. Hein? Et ce dossier va être transmis dans nos services régionaux pour les vérifications techniques au niveau du cadastre, les vérifications administratives au niveau du service des affaires foncières. Et au terme de tout ça, là, s'il n'y a pas d'opposition, on vous donne un titre foncier. On a des cas où on a des titres fonciers en 3 mois. Mais en moyenne, quand il n'y a pas de problème, autour de 6 mois, on peut avoir un titre foncier. Ça, c'est pour l'immatriculation directe. Mais vous avez la concession aussi. Cette fois, on adresse sa demande à la délégation départementale des domaines. C'est une demande adressée au ministre déposant notre délégation départementale. Il n'y a pas d'avis au public. La commission consultative va descendre sur le terrain. Elle va être mobilisée par le préfet pour faire le bornage, la reconnaissance, le bornage, le choix du site. Et un dossier va aussi être monté, qui va être donc soumis à l'approbation du ministre ou du président de la République. Quand c'est moins de 50 hectares, c'est le ministre qui est compétent. À partir de 50 hectares, c'est le président de la République. Le dossier va lui être transmis. D'abord pour une attribution en concession provisoire, ensuite une attribution en concession définitive. Vous voyez là aussi, les délais varient. Il y a également les cas où c'est le domaine privé de l'État qui est sollicité. En général, quand il n'y a pas de problème, les procédures peuvent aller très vite. Merci pour toutes ces précisions, mais dites-nous, le ministère auquel vous êtes inspecteur général depuis 13 ans, si ma mémoire est bonne, est souvent indexé par le bas peuple à tort ou à raison d'être un ministère où gangrène la corruption, dans l'achat d'une parcelle de terrain, dans les litiges et bien d'autres encore. La Commission nationale anticorruption, dans son rapport de 2021, indiquait encore que le ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières fait partie des institutions les plus corrompues du Cameroun. Monsieur l'inspecteur général, comment expliquer ce phénomène chez vous? Je dois d'abord dire que mon rôle, c'est de combattre la corruption. Dans mes missions, je dois accompagner le ministre dans la stratégie de lutte contre la corruption du ministère. Et on essaye, tant bien que mal, de s'atteler à cette tâche-là, avec les moyens qui sont les nôtres. Et on a diversifié des mécanismes de lutte. On a de nombreuses missions sur le terrain de contrôle. On a varié les voies de dénonciation. Et on essaie de sévir autant que faire se peut. Mais comme vous le dites, c'est à tort ou à raison. Nous sommes du côté où on combat vigoureusement la corruption. On a mis en place des instruments, d'abord pour encadrer les procédures, encadrer les délais. Depuis 2014, on a mis en place un manuel pour l'accomplissement des procédures de manière carassale et foncière, qui décline les procédures en les encadrant étape par étape avec un délai attribué à chaque étape. Et c'est ça l'instrument de vérification dont on se sert lorsque nous faisons nos missions de contrôle, s'assurer que les choses vont dans le bon sens. Mais vous savez, on ne peut pas attribuer tous les torts au ministère. Il y a des procédures qui sont engagées, l'usager n'a pas les moyens. Pour mobiliser la commission consultative, par exemple, on va lui laisser le temps d'aller réunir ses moyens. Il y a des moments où on se rend chez un notaire, on se rend compte que les droits d'enregistrement sont très élevés. On va prendre du temps pour aller mobiliser ses moyens.
Il y a des cas d'abandon de procédure. Il y a même des cas où il y a des oppositions dans les procédures. Vous comprenez que ces facteurs-là n'ont rien à voir avec des pesanteurs internes au ministère. Donc, les problèmes sont variés. Hein. On essaie de les adresser du mieux qu'on peut. Dans notre tournage, on s'est rendu compte qu'il y a des plaintes de divers ordres. Et une qui retient particulièrement notre attention, ce sont les doubles titres fonciers sur les mêmes parcelles. Comment est-ce que cela arrive? C'est un problème regrettable que nous sommes en passe de maîtriser, qui était dû à la diversité des systèmes de triangulation. Jusqu'en 2010, on n'a pas un système de triangulation unique pour effectuer les bornages des parcelles. Chaque géomètre choisissait le système de triangulation qui lui convient. Et ça faisait en sorte que les coordonnées peuvent ne pas être identiques, mais la parcelle se retrouvait être la même. Et à l'implantation, on se rend compte effectivement qu'on peut avoir plusieurs titres sur une même parcelle. Mais depuis 2010, le gouvernement du Cameroun a mis en place ce qu'on appelle le réseau géodésique unique de référence matérialisé au sol. Il y a donc dorénavant un seul système de triangulation pour faire les bornages de terrain. Et on fait progressivement le rattachement au réseau géodésique. Donc avec ce système qui est d'une efficacité redoutable, la précision est millimétrique, nous allons progressivement endiguer définitivement ce problème de... Même si beaucoup y voient plutôt derrière des actes de corruption. Ben, j'en sais rien. Puisque X se présente avec un numéro de titre, l'autre se présente avec un autre pour la même parcelle. Oui, le rattachement veut dire que on a établi votre titre dans un système de coordonnées ancien et on va le rattacher dans le système actuel. Voilà, c'est une procédure au plan technique que nous faisons. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a plusieurs titres, au plan juridique, c'est insoutenable. Il faut qu'on règle le problème. Il ne devrait qu'avoir un seul titre foncier ou une seule parcelle. Et à ce moment-là, on va entrer dans l'examen des procédures pour anéantir le mauvais titre foncier et ne laisser que le bon. Monsieur l'inspecteur général, merci d'être avec nous. Alors, dans notre investigation, nous nous sommes rendus compte que la société civile, les particuliers se plaignent et des coûts et des procédures qui sont, entre guillemets, fatigants. La loi de 1974 qui régit le foncier, que fait le ministère aujourd'hui pour que les plus jeunes qui veulent investir dans l'agriculture, dans l'immobilier, puissent avoir facilement accès à un titre de propriété? Dans son discours d'ouverture du comice agro-pastoral, je crois le 17 janvier 2011, le président de la République a prescrit une réforme foncière à soutenir l'agriculture de deuxième génération. Et notre ministère travaille en sorte que le président de la République puisse offrir au peuple camerounais une réforme foncière apte à apporter des solutions adéquates aux nombreuses préoccupations qui sont évoquées. Le processus est très bien avancé. Nous osons espérer que lorsque le président le jugera favorable, il enverra le projet de texte à l'Assemblée nationale. Donc nous attendons que l'Assemblée nationale, que le Parlement légifère pour qu'on ait une nouvelle loi sur le foncier au Cameroun. La décision est prise par le président de la République, mais jusqu'à ce stade, il n'y a pas eu une demande de loi d'habilitation pour une ordonnance. On voudrait donc supposer que c'est la procédure classique qui fait en sorte qu'au terme des consultations qui ont été très largement engagées, y compris avec la société civile, qu'on ne peut pas un avant-projet qui va être validé, qui deviendra un projet de loi, qui va être soumis à l'Assemblée nationale, au Parlement. Mais c'est le président de la République, le commanditaire de la réforme, qui jugera le moment le plus approprié pour le faire. Et nous, au ministère, effectivement, nous sommes à la manœuvre, de concert avec les autres secteurs de l'administration concernés, pour faire en sorte que véritablement, ils puissent offrir au peuple camerounais la réforme foncière de ses rêves. Monsieur l'inspecteur général, sortons par là en 30 secondes en attendant cette réforme. Comment les Camerounais procèdent pour que les procédures soient facilitées, pour que la corruption baisse, pour que X ou Y ait une parcelle de terrain aussi facilement? Mais en plus du manuel de procédure que j'ai évoqué, qui encadre chaque procédure avec des délais, nous on a multiplié les mécanismes d'information. On a un guide de l'usager du MINCAF, nous avons un guide de l'opérateur économique du MINCAF, nous avons un site web des guichets uniques,
où tous nos textes sont diffusés. L'un des problèmes, c'est la non-maîtrise des procédures. Donc nous travaillons véritablement à faire en sorte que les Camerounais soient bien informés et voilà, bénéficient de toutes les facilités qu'il faut pour réaliser leurs procédures dans des conditions optimales. En plus du fait que nous recevons les dénonciations et nous les traitons assez efficacement. Monsieur l'inspecteur général du ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, Jean-Marie Vianney Bendeghe, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions. Le ministre Henri Pamavoie vous remercie de l'attention très soutenue que vous portez au MINCAF et aux questions foncières. Merci et vous lui retransmettrez également nos remerciements puisqu'il a favorablement répondu à notre invitation. Merci, monsieur l'inspecteur général. Et c'est avec vous que nous mettons un thème à ce tout premier numéro d'investigation. Vous avez désormais une idée sur ce que c'est que le foncier au Cameroun, un sujet tout à fait préoccupant de la base au sommet au Cameroun. Il faut éviter la guerre du foncier au Cameroun et c'est notre souhait. Merci de nous avoir regardés. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Je vous retrouve dans un mois pour un autre numéro d'investigation tout aussi croustillant et intéressant.